Bonjour à tous et bienvenue à cette causerie dans le cadre du Salon du Livre, le 33e Salon du Livre de Trois-Rivières. Je m'appelle Martin Franqueur, je suis éditorialiste au quotidien Le Nouvelliste à Trois-Rivières et j'aurai le plaisir d'animer cet échange qu'on vous propose en partenariat avec l'organisation des Journées internationales de la francophonie en Mauricie. Échange qui porte sous le thème « Écrire en français, une fierté ». Et je dois vous avouer c'est la toute dernière activité de la programmation de ce Salon du Livre et on est très fiers de vous la présenter. Pourquoi? Parce qu'on la tient en compagnie de trois invités exceptionnels. Je vous les présente. Il s'agit de Laurie Saint-Martin, Kim Thuy et Zachary Richard. Mesdames, messieurs, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation à vous joindre à nous dans le cadre de ce Salon du Livre. Alors, il y a des gens d'un peu partout. On va d'abord faire connaissance avec chacun de nos invités. Tout d'abord, je vous présente Laurie Saint-Martin. Elle est essayiste, nouvelliste, romancière, critique et traductrice, également professeure en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Elle est spécialiste des études féministes en littérature. Laurie Saint-Martin est originaire de l'Ontario, d'un milieu particulièrement anglophone, presque unilingue anglophone, la région de Kitchener-Waterloo plus exactement. Elle vit au Québec depuis 1980. Elle a publié en littérature des ouvrages comme Mon père la nuit à l'instant même, Mathématiques intimes, micro-écrit, toujours aux éditions de l'instant même, Les portes closes chez Boréal, pour qui je me prends donc aux éditions du Boréal. C'est son plus récent ouvrage. Merci Laurie Saint-Martin d'avoir accepté notre invitation. Je me permets de mentionner également qu'elle est lauréate du prix du gouverneur général pour la traduction de l'anglais au français. Elle a été lauréate à 4 reprises et elle a également reçu le prix Gabriel Leroy en 2002 pour La voyageuse et la prisonnière, Gabriel Leroy et la question des femmes. Bienvenue Laurie Saint-Martin. Je vous présente également Kim Thuy, que vous connaissez et qu'on connaît beaucoup parce que Kim Thuy, elle accumule les présences à la télévision. On la voit beaucoup comme chroniqueuse et aussi comme animatrice. On la connaît aussi comme romancière. On la connaît moins comme avocate. Je vous mentionne qu'elle est avocate, traductrice, interprète, restauratrice, animatrice et chroniqueuse à la télé, bien sûr. Kim Thuy est née à Saigon avant que ça devienne Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Elle est arrivée au Québec avec sa famille à l'âge de 10 ans. Et cette belle tribu s'est installée à Granby sans parler un mot de français. Donc, l'apprentissage de la langue française a été total pour Kim Thuy et sa famille. On lui doit la publication de plusieurs ouvrages qui ont connu un vif succès, notamment Rue, À toi, en collaboration avec Pascal Yanov-Jack, Man, Vie, Le secret des Vietnamiennes, Le poisson et l'oiseau et son plus récent ouvrage intitulé M, mais M comme E-M, voilà, Kim Thuy. Elle est également lauréate de différents prix au cours de sa carrière, prix du gouverneur général dans la catégorie roman, Grand prix littéraire Archambault, chevalière de l'Ordre national du Québec et compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Bienvenue et merci, Kim Thuy, d'être avec nous. Également, je vous présente notre troisième invité. Il fallait donner priorité à ces dames. J'espère que Zachary Richard ne m'en voudra pas. Zachary est né à Scott, en Louisiane. C'est un auteur, compositeur, chanteur, accordéoniste, multi-instrumentiste, également poète, bien sûr. Il est né donc en Louisiane et il est un des porte-étendards de la musique acadienne. Ses grands-parents étaient de la dernière génération unilingue francophone de la Louisiane. C'est un francophone militant. Il est membre fondateur d'Action acadienne, organisme voué à la protection et à la promotion de la culture acadienne en Louisiane et de la langue française. Il participe comme producteur, narrateur et compositeur au documentaire télévisé Against the Tide, qui porte sur l'histoire du peuple acadien de la Louisiane. On lui doit, comme musicien, 21 albums de musique. Il est récipiendaire de plusieurs trophées Félix. Il a été en nomination pour un Grammy en 2013, décoré de plusieurs prix et distinctions. Ses publications plus littéraires ou poétiques, parmi celles-ci, on retrouve Voyage de nuit, cahier de poésie, Faire récolte, Conte cajun, l'histoire de Télésphore et Titette-Var en 1999, Feu,
paru aux Intouchables, l'histoire de Télésphore et Titedvar dans le Nord, paru en 2007, et son plus récent ouvrage, Zuma 9, paru aux Écrits des Forges. Petit clin d'œil, les Écrits des Forges, maison d'édition trifluvienne où nous sommes. Bienvenue, Zachary Richard, et merci d'être là. Martin. Ça fait plaisir. J'ai envie de lancer peut-être la discussion avec une citation, et je suis allé la puiser dans l'ouvrage de Laurie Saint-Martin. Ça concerne la langue maternelle. Laurie, vous allez la reconnaître, bien entendu. Tout le monde a une langue maternelle, ou presque. Pourtant, certaines personnes, malgré une intelligence de normale à supérieure, ne réussissent jamais à maîtriser les structures grammaticales de la langue. Elles parviennent à se faire comprendre, mais n'intériorisent jamais le vaste système qui permet de parler couramment et correctement sans trop y penser. Tout comme il existe des gens incapables de percevoir le vers, de distinguer entre deux tons en musique, d'autres sont incapables d'avoir une vraie langue maternelle, mais ce mal est rare. Laurie, j'ai envie de vous donner la parole là-dessus. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire avec ce tout petit paragraphe qui s'insère sournoisement dans votre œuvre à propos de la langue maternelle? La langue maternelle est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, puisque ma particularité, c'est que j'en ai deux. Une que j'ai apprise comme tout le monde, là, de bébé, bon, tout au long du parcours scolaire et le reste. Et l'autre, le français, langue que j'ai apprise, bon, à partir du moment où je l'ai entendu parler en 5e année, où je suis tombée en amour avec cette langue. Et puis, je l'ai donc apprise, mais progressivement. Pourtant, je considère que c'est ma langue maternelle, ma deuxième langue maternelle, même si je l'ai apprise beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, toute cette question de qu'est-ce que la langue maternelle, qu'est-ce que l'origine, qu'est-ce que ça veut dire être de quelque part, quelle est la part de la langue dans notre identité, c'est un peu ça les questions que je pose dans ce livre, à partir évidemment de ma propre histoire et de mon voyage vers le français. Merci beaucoup, Laurie. Kim Thuy, votre rapport à la langue maternelle versus votre langue d'apprentissage, quel est-il? Je vous dirais que dans mon cas, je peux considérer que j'ai 2 langues maternelles ou sinon aucune. Parce que j'ai quitté le Vietnam assez tôt, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans. Donc, je parle le vietnamien, mais à un niveau assez enfantin. Sinon assez primaire. Et puis j'ai appris le français par la suite. Et comme comme Laurie a dit, parfois on peut apprendre une langue pendant, dans mon cas, 40 ans, et j'ai l'impression que je ne la maîtrise toujours pas. Et là, je vieillis, donc je commence à en perdre en plus. Et la chose la plus difficile pour moi à maîtriser en français, c'est les temps de verbe et les genres. Parce qu'en vietnamien, il n'y a pas de genre de mots. Donc, je ne suis pas née avec une structure pour le genre. En vietnamien, c'est ça, une table, une chaise, c'est pas féminin. Ni mérite un art, pourquoi c'est masculin. Tu sais, on comprend pas ce concept-là. Mais et le temps de verbe, parce que en vietnamien, il y a que l'infinitif. On n'a pas de temps de verbe. Donc, je ne peux pas faire la différence. Je ne sais toujours pas quand est-ce que le passé simple arrive sur la ligne du temps par rapport au passé composé ou au plus que parfait, par exemple. Parfait donc, aussi. Mais, ceci dit, inconditionnellement, j'aime le français inconditionnellement, donc je considère que les deux sont à moi. S'ils sont pas maternels, sont, je ne sais pas sont quoi, sont des grandes amies. Ah, c'est joli, c'est bien dit ça. Zachary, oui, c'est non seulement votre langue maternelle. C'est non seulement votre langue maternelle, Zachary Richard, mais c'est aussi la langue de vos ancêtres. Et est-ce que à ce rapport tout particulier que vous avez avec la langue vient une nécessité de la défendre, de mener un combat pour assurer sa subsistance, en fait, ou le fait qu'elle puisse continuer à se perpétuer? D'abord, je sens une grande solidarité avec mes collègues. Comme Laurie, j'ai été élevé dans un milieu schizophrénique.
La langue française, c'est ma langue grande maternelle, c'est-à-dire mes grands-parents ne parlaient pas l'anglais du tout. Mes parents étaient assimilés et moi, je faisais partie de la génération où le rouleur compresseur américain nous a passé dessus. Et je fais une parenthèse parce que je sens aussi une très grande solidarité avec Kim, parce que moi, le passé simple, c'est le plus grand énigme de ma vie. Je suis nourri par une tradition orale et avec cette richesse du parler louisianais qui a un style de syntaxe, qui a un vocabulaire qui est tout particulier et que, comme dit Anthony Maillet, c'est du vieux français, mais bien parlé pareil. C'était très, très séduisant pour moi, les vieux. Parce que moi, j'étais élevé dans un milieu anglophone, la télévision, la radio, l'école, et même mes parents me parlaient surtout en anglais. Tandis que il y avait une espèce de code chez nous. Une fois qu'on était en présence d'un vieux qui ne parlait pas l'anglais, mais tout le monde switchait, tout le monde se mettait à parler en français cajun. Et j'étais toujours séduit par ce sillon entre ces deux mondes et je me suis glissé dedans avec énormément de plaisir parce que je trouvais que les vieux, mes grands-parents surtout, avaient beaucoup plus de plaisir, avaient beaucoup plus de joie de vivre. Alors, pour moi, la langue française, il y a deux aspects de mon engagement. Il y a d'abord l'humiliation qu'a subi mes grands-parents de se faire traiter de citoyens de deuxième zone parce qu'ils étaient unilingues francophones, donc mal instruits, faisant pas partie de la vie politique, économique, sociale des Américains. Et donc, cette humiliation, c'est quelque chose que j'ai senti d'une façon viscérale et puis que je refuse absolument. Donc, il y a une espèce de notion de combat. Mais je pense que l'inspiration la plus importante, c'est plutôt l'amour. Et de vouloir recréer dans mon esprit cette sensation de bonheur et de joie de vivre que j'ai connue dans le salon de mes grands-parents quand ma grand-mère se mettait à giguer et mon grand-père se mettait à raconter ses histoires. Alors pour moi, de naviguer dans la langue française en essayant d'éviter les mines du passé simple, j'essaye quand même de recréer dans mon esprit un sentiment de bonheur qui m'a nourri quand j'étais très, très jeune. Bon, c'est magnifique comme introduction. Vous avez, Zachary et Kim, fait allusion au code de la langue française, à la norme, à ces règles qui la rendent difficile. Lorsqu'on fait le choix d'écrire, de traduire ses sentiments par des mots et qu'on diffuse ces mots, qu'on publie des ouvrages, le niveau de difficulté est encore plus élevé parce que justement, on s'adresse à un public lecteur. Mais dans votre cas aussi, ce n'est pas nécessairement votre langue maternelle ou c'est une de vos langues maternelles. Quel est votre rapport au niveau de difficulté de la langue française? Je vous dirais que c'est sûr que la langue française est très, très complexe. Hein. Et je dirais pas, non, je ne devrais pas utiliser le mot complexe, mais plutôt sophistiqué. Et pour moi, la langue française réussit à aller chercher la capacité de notre cerveau de faire parce qu'on est capable de faire la différence entre le passé simple et le passé composé et le plus que parfait. On l'a dans notre cerveau. Et là, on a la chance d'avoir une langue qui réussit à venir traduire cette nuance-là dans notre tête. C'est extraordinaire. Donc oui, parce qu'elle est sophistiquée, elle est belle, elle est riche. Donc, il y a tellement de couches. Hein. J'allais vous dire millefeuille, mais non, parce que les millefeuilles, ça goûte toujours un peu la même chose, c'est-à-dire juste la pâte avec la crème. C'est beaucoup plus de couches que ça pour moi, la langue française. Il y a tellement de goût et de saveur si on compare avec la gastronomie. Là. Et donc, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est sophistiquée, qu'elle est belle et que c'est intéressant de travailler avec elle.
parce que toutes les possibilités sont là. C'est comme un bouquet garni, hein? C'est l'explosion des différentes saveurs. Laurie, par rapport à la comparaison, c'est peut-être pas habile de faire une comparaison, mais le niveau de difficulté de la langue française versus l'anglais et la capacité de traduire ce qu'on veut coucher sur papier, comment vous voyez ça? Je ne sais pas si c'est vraiment le propre d'une langue, hein, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec nous et ce que nous avons comme on vient de dire, de tabou ou de honte, mais aussi de possibilités. Donc moi, je dirais qu'on peut tout faire sans doute avec l'anglais aussi, mais moi, je ne pouvais pas. Hein, les raisons sont très compliquées, très mystérieuses. J'essaie de résoudre un peu cette énigme dans mon livre sans tout à fait y parvenir. Mais pour moi, le français, c'est une langue, oui, qui a beaucoup de règles, mais il me semble qu'une fois qu'on l'essaie, elle nous laisse complètement libres. Alors, ce que je sens quand j'écris en français, en particulier, je le sens beaucoup plus que quand j'écris en anglais, même si je suis tout à fait capable de le faire, bien sûr. C'est ça. Je sens cette liberté, je sens une musique, hein, ou une forme de rapport, je dirais, avec la respiration, avec l'air, hein, qui me laisse libre, qui me permet de plonger, de nager, comme je disais dans mon livre, et qui fait pour moi la beauté de la langue française. Mais je pense qu'il n'y a pas de langue plus belle ou moins belle que d'autres. Ça dépend du rapport d'amour et de passion ou de rejet, qui peut être personnel ou politique, que nous entretenons avec ces langues-là. Donc, pour moi, le français, c'est une langue belle, c'est ma langue d'amour, c'est ma langue d'écriture, mais je suis maintenant aussi réconciliée avec l'anglais que j'ai rejeté pendant assez longtemps, et j'adore aussi l'espagnol, mais ça, ce serait une autre histoire, et peut-être qu'un jour, j'apprendrai l'allemand que mes grands-parents parlaient, mais qui n'ont pas transmis à mes parents. Donc, il y a une rupture linguistique dont je suis aussi le fruit. Je pense que tout ça joue dans notre rapport à la langue et à comment nous écrivons, ce que nous pouvons dire et ce que nous voulons dire. Wow, oui, fascinant. Zacharie, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Enfin, dans mon cas, le français, c'est un énorme défi parce que je suis nourri d'une tradition orale. Quand je suis arrivé au Québec la deuxième fois, c'était en 96, je me suis vraiment dévoué à l'acquisition de la langue française d'une façon assez assidue. J'ai commencé à lire toute l'histoire partant avec Jacques Lacourcière et tout le reste, de comprendre le Québec d'abord, et j'ai commencé à écrire mon journal en français, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il faut comprendre que j'étais élevé dans un milieu où le style de syntaxe que je pratique est anglophone. Donc, quand j'étais jeune, j'avais un énorme vocabulaire, mais je traduisais dans ma tête. Je disais la phrase en anglais, puis je trouvais les mots qui collaient, et donc je traduisais. Et à un moment donné, c'était en 96 ou en 97, j'ai senti comme un déclic qui s'est passé dans ma tête et j'ai commencé enfin à penser en français. Et grâce à mes éditeurs, ce que je tente de faire, parce que je suis nourri d'une tradition qui est absolument orale, et puis il y a plein de labyrinthes, y compris en Louisiane, ce qu'on appelle le Kourigain-Vili, qui est le créole de la Louisiane. J'essaie de garder autant que possible la sonorité, la saveur, la richesse de ce parler, mais toujours en respectant les règles de la grammaire française. Et c'est une corde raide parce que, évidemment, en Louisiane, naufragé de la francophonie officielle depuis toujours, on a créé notre langage à nous, mais j'essaie de garder autant que possible la richesse de ce parler, mais toujours dans une intention d'être compris par tout le monde. Et c'est pour ça que je dis merci à mes éditeurs, parce que on m'aide finalement à naviguer dans ces eaux troubles qui me permet non simplement de m'exprimer dans un français riche et enrichi de la Louisiane, mais aussi de me faire comprendre par des gens de partout. Mais c'est tout à votre honneur, Zacharie. Et Kim, vous vouliez ajouter un commentaire là-dessus, je crois?
Oui, je voulais dire, comme juste rebondir sur ce que Laurie a dit, chaque langue, c'est une relation qu'on a avec cette langue-là, hein, que ce soit politique, géographique, peu importe, culturelle. Mais dans mon cas, tout particulièrement, et je veux préciser, ce n'est pas le français, mais le québécois. Et le québécois est la langue qui a donné ma deuxième naissance, qui a donné ma deuxième vie, et surtout qui m'a offert la liberté. Et donc, c'est vrai, comme Laurie a dit, pour moi, le français me donne des ailes et me donne tout le terrain de jeu là, dans lequel je peux jouer. En fait, je parle de terrain. Non, il faut pas dire terrain, parce que terrain, il y a une limite. Pour moi, la langue française me donne toute la liberté. Il y a aucune limite, en fait, parce que quand on est arrivé ici, il faut que vous voyez que j'arrivais d'un pays qui était en guerre, après ça, un pays qui était en transition, hein, avec le communisme et tout ça, et après, dans un camp de réfugiés avec les fils barbelés autour, et là, soudainement, vous arrivez dans un pays complètement libre, et par pur hasard, je suis arrivée à Granby avec des gens qui parlaient le québécois. Et ça, c'est très important pour moi de le souligner. Le québécois a sa propre sonorité, a sa propre saveur et sa propre couleur, hein, qui est magnifique. Et donc, je n'ai pas appris le français, j'ai appris le québécois. Laurie, vous êtes traductrice, entre autres choses. Vous la voyez, cette différence entre le français, disons-le, le français de France, le français normalisé et ce français québécois dont Kim parle? Oui, absolument. Et dans les traductions que je fais de l'anglais au français, que je fais toujours avec Paul Gagné, on travaille beaucoup ça, c'est-à-dire que le plus possible, on va utiliser des références qui sont d'ici. On va pas parler de lycée. Hein, par exemple, on va utiliser vraiment les mots et la culture d'ici. Alors, évidemment, quand on lit des traductions faites en France, il y a des choses qu'on comprend parfaitement, il y a des expressions qu'on n'utiliserait pas en tant que lecteur. Et souvent, on entend les gens être un peu choqués par le côté un petit peu trop parisien à leur goût de certaines traductions. En France, ce serait l'inverse, évidemment. Mais le travail que Paul et moi faisons, oui, effectivement, on essaie toujours d'être aussi québécois qu'on peut l'être. Des fois, on nous demande de modérer un peu parce que la traduction sera aussi lue en France. Donc, c'est un peu comme une danse entre les deux, mais c'est sûr que nous essayons toujours de préserver des marques de la langue québécoise que nous adorons. Zachary, vous vouliez renchérir là-dessus? En Louisiane, il y a une polémique autour de cette question-là, parce que l'enseignement du français en Louisiane a commencé en 1968 par le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Et il y avait une certaine résistance de la part de la population, parce qu'on voyait ça un peu comme une colonisation, parce qu'on enseignait le français standard plutôt que le français de Louisiane. Mais moi, je trouve que c'est une polémique qui nous dessert complètement, parce qu'il faut apprendre le français. On n'apprend pas la langue anglaise en s'ajustant pour les accents, pour les styles de syntaxe, pour les vocabulaires, etc. Donc, il faut vraiment se baser sur quelque chose. Et puis, le défi pour nous en Louisiane, c'est justement de pouvoir incorporer toutes ces nuances qui nous sont particulières, mais sans trahir la compréhension. Donc, c'est vraiment une corde raide. Et puis, j'ai énormément de sensibilité avec Kim et Laurie à cette question-là, parce qu'il faut pas perdre la richesse de notre parler et puis toute cette histoire qui est incorporée dans cette expression. Mais en même temps, il faut qu'on soit compris. Et c'est ça qui est le beau défi d'être comme moi, quelqu'un qui est vraiment un peu en dehors des circuits battus de la francophonie. Kim, vous avez, je crois, certains de vos ouvrages qui sont publiés en France et au Québec, et il y a des différences entre les deux, dans l'écrit même. Donc, je vous dirais que c'est ça. Nous, c'est important, pour moi en tout cas, que la version en France et la version ici sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est le même texte en France qu'au Québec. Et donc, parfois, il y a des petits compromis qu'on
faire parce que il y a certains mots, oui, qui expriment le contexte québécois. Donc, c'est important de les garder. Et puis, il y en a d'autres où c'est moins important ou sinon on insiste moins. Et je me souviens, un des mots, c'est par exemple une tuque ou un bonnet. Alors, on me demande, est-ce que ce mot bonnet ou ce mot tuque a aussi le contexte? Est-ce qu'il porte aussi le contexte ou tout simplement, je suis en train de décrire un bonnet? Et je me souviens, je pense qu'on a choisi bonnet pour que la lecture soit plus fluide, en fait, pour que tout le monde comprenne rapidement ce que je suis en train de dire. Mais certaines autres, je vous dirais, la forme est québécoise. C'est-à-dire, il y a des formulations qui sont typiquement de chez nous. Et puis aussi, dans ma langue française, il y a aussi la couleur vietnamienne. Et c'est là où mes éditrices ne viennent pas vraiment changer parce que la musicalité de la langue vietnamienne est monosyllabique. Et donc, je ne le réalise pas, c'est inconscient, là, mais ça se traduit un petit peu dans le français où ça se voit peut-être pour ceux qui ne sont pas, qui sont pas moi, en fait. Et là, on garde aussi cette couleur-là. Et je pense que la langue est belle justement parce qu'elle peut absorber d'autres cultures à l'intérieur d'une langue, comme Zacharie a dit. Il faut d'abord qu'il y ait une base. Et à partir de là, on joue, je crois. Zacharie, merci beaucoup, Kim. Zacharie, vous faisiez allusion à cette notion de combat lorsque vous évoquiez l'enseignement, par exemple, de la langue cajun de la Louisiane versus le français un peu plus universel. Je vous cite, j'ai trouvé dans votre recueil de poèmes ce petit extrait qui dit « Nous sommes des gens de la tempête, la ténacité dans nos chromosomes, notre compassion, la compassion des souffrants qui ont tout perdu et combien de fois. » On comprend que vous faites allusion au fait que la Louisiane est proche du golfe du Mexique et que les ouragans et les tempêtes sont des événements presque courants chez vous. Mais j'y voyais aussi dans cette notion de tempête que vous devez affronter souvent la menace de la langue anglaise. Est-ce que je me trompe? Non. Mais nous sommes malgré tout un peuple très très fier et je pense que c'est pas une question de combattre autant que c'est une question de résister au viol, au vol. On n'a pas envie qu'on nous enlève quelque chose qui nous est cher et cette notion de combat est quelque chose qui me nourrit personnellement, mais je pense que c'est une grande source d'inspiration pour les jeunes aussi, parce que on est en train de parler de la francophonie. Il y a un aspect de la francophonie qui résonne particulièrement chez les jeunes louisianais francophones, et c'est cette notion d'alternative à la vision monolithique de la culture américaine. Et c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus tolérant d'abord. Mes auteurs préférés entre Kim Thuy et David Boudreau, c'est quand même Tahar Ben-Jaloun et puis Antonin Maillet. Et puis ça indique, et Daniel Laferrière bien évidemment, ça indique une grande ouverture envers le monde de cette notion de francophonie. Rappelons-nous que les créateurs de la francophonie étaient deux poètes, donc Léopold Senghor et Aimé Césaire. Et je pense que tout simplement par la notion d'ouverture, c'est une vision du monde qui est très attrayante pour les jeunes francophones louisianais. Laurie, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport justement au rapport à l'anglais? Mon rapport, je suis très sensible à toute cette question, évidemment, de la domination mondiale de l'anglais. On ne peut pas ne pas connaître ça, les produits culturels américains qui dominent un peu partout. On ne peut pas voir ça et ne pas le déplorer. Ça, c'est clair. En même temps, pour moi, l'anglais, ce n'est pas une langue extérieure. C'est la langue de mes parents. C'est la langue dans laquelle j'ai entendu mes premières comptines. C'est la langue donc de ma famille, de mes origines, tout ça.
Mais en fait, je l'ai quitté j'ai quitté la langue dominante pour aller vers une langue, bon, qui est une grande langue du monde quand même, mais qui n'a pas la domination mondiale actuelle de l'anglais. Et c'est un choix que j'ai fait et que je ne regrette pas du tout. Mais disons que j'ai une perspective sans doute un peu différente quant à ces questions. Mais je pense qu'on doit tous, oui, nous réjouir de l'ouverture au monde qu'on sent aussi au Québec chez les jeunes créateurs notamment et les moins jeunes aussi et le Québec et la langue québécoise malgré des petites corrections entre guillemets que les Français veulent parfois faire fait son chemin dans le monde et ça c'est très beau. Kim, vous souhaitiez revenir sur un élément auquel Zachary faisait allusion par rapport à cette notion de combat ou de résistance. Oui, tout à fait. Et je crois que évidemment le québécois est une langue de résistance. Je crois où il y a beaucoup de résistance dans la langue québécoise. Et ça m'a fait penser à un proverbe vietnamien qui dit que la vie est un combat, la tristesse entraîne la défaite. Et donc je crois qu'il faut le combat est perpétuel, en fait. Si on veut préserver une langue, si on veut, conserver une culture. Et je me dis, en tout cas, l'image que j'ai en tête, des fois, on se sent, comment dire, peut-être là, de ce combat-là, mais on n'a pas le choix parce que j'ai l'impression qu'on est tous dans le même lit avec une seule couverture. Puis pour maintenir l'équilibre, il faut que tout le monde tire sur la couverture. Parce que sinon, il y en a toujours un qui n'aura pas de couverture. Et vraiment, le déséquilibre, c'est quand il y en a un qui ne tire plus sur la couverture. Donc, il faut que tout le monde tire sur la couverture. Donc, puis c'est un travail constant. Ça n'arrêtera jamais. Et quelle est la responsabilité des créateurs, des auteurs, des poètes, des chanteurs, justement dans le maintien de cette vigueur ou de cette vitalité pour la langue française? Quel rôle ont-ils à jouer? Peut-être Kim d'abord? Je vous dirais notre rôle, en tout cas moi, je me donne le rôle de partager la beauté, de faire ressortir la beauté de la langue. Je crois que c'est la meilleure façon pour convaincre quelqu'un, c'est-à-dire de les faire tomber amoureux de la langue française, même ne serait-ce que juste un mot. Puis je me dis souvent que, pour les personnes unilingues en anglais, quand je les rencontre, je dis, vous savez que le mot gourmand et gourmandise n'existe pas en anglais. Et donc, il faut apprendre le français, ne serait-ce que pour ce mot-là, pour manger avec culpabilité, mais plaisir en même temps. Chose que, oui, voilà, en anglais, on a gluttony, qui est un des péchés capitaux. Hein? Puis on l'a en français, le mot glouton. Mais on a aussi cette nuance de gourmand et gourmandise parce que ce mot-là porte la culture francophone, c'est-à-dire cette culture de plaisir, même s'il y a culpabilité. Tu sais, c'est une émotion plus complexe que juste coupable ou plaisir. C'est une fusion des deux. Et quand vous décrivez ça à une personne unilingue anglophone, eux aussi, ils veulent embarquer dans le plaisir. Et là, ils veulent apprendre le français juste pour le mot gourmand ou gourmandise. Voilà. Laurie, par rapport au rôle que les créateurs, les auteurs, les écrivains, les dramaturges, les chanteurs ont à jouer par rapport à la protection de la langue française, comment vous voyez cela? Moins que de parler de protection, quoique c'est important, il y a des mesures pour ça et il faut qu'il y en ait. Moi, je parlerais de rayonnement. Hein, la langue est une lumière et c'est aux personnes créatrices, je pense, comme à tout le monde, dans sa vie quotidienne, de porter la langue, de porter la beauté de la langue et, disons, la vérité de la langue et la vérité des sentiments qu'on peut exprimer dans cette langue. J'ai beaucoup réagi en écoutant ce que Kim vient de dire, parce que pour moi, quand j'ai appris le français, je voyais par contraste qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de mots en anglais que je n'étais pas capable de dire ou qui étaient entourés de beaucoup de tabous. Pour moi, comme justement corps, désir, et des mots de cet ordre-là que je trouvais impossible
à dire dans ma langue maternelle, ma première langue maternelle, l'anglais, et dans le milieu d'où je venais, alors le français, à libérer ça. Et je pense que le plus grand cadeau que les créateurs peuvent faire à tout le monde, c'est la beauté et la liberté. Tout à fait. Zacharie, je m'adresse à vous. Vous êtes un chanteur, vous êtes un poète, vous êtes un écrivain. Sentez-vous que vous avez un rôle d'ambassadeur ou de quelqu'un qui, comme le disait Laurie, doit veiller au rayonnement de la langue française? Il faut faire très attention, Martin, à cette question parce que là-dedans, il y a un piège. Alors, je suis très d'accord, je ne pourrais pas être tous d'accord avec Kim quand elle dit qu'on est là pour exprimer la beauté. Le devoir de l'artiste, c'est de trouver l'inspiration et puis le modeler d'une façon qui va parler à autrui et de communiquer de la beauté autour de soi. J'ai quand même eu une certaine perception par rapport au public d'un chanteur engagé parce que j'ai été inspiré tout simplement par des combats. Mais il faut aussi dire, et je crois que c'est très important de souligner que je n'ai jamais mis la création au service d'une cause, quelle que soit la cause. Et je pense que là-dedans, il y a quand même un grand piège. On n'est pas là pour, comme dit Laurie, on n'est pas là pour protéger le français, on est là pour exprimer, comme dit Kim, de la beauté. Il ne faut pas confondre les deux. C'est pas de la propagande que nous faisons. C'est de l'art, c'est de la création. Il faut que ça soit vrai, il faut qu'on soit, authentique, il faut qu'on parle de nos cœurs et pas forcément de nos têtes. Alors, si on traverse la frontière entre la création artistique et la propagande ou la défense d'une cause, quelle que soit la cause, on est foutu. Ce n'est plus de l'art, ça devient de la propagande. C'est bien dit, mais vous êtes conscient, et je m'en réjouis, que vous avez cette influence aussi, ou que plusieurs personnes, le public vous observe, vous êtes en quelque sorte des phares de la langue française, et je pense que Kim avait une question. En fait, c'est ce que je vois. Elle m'a laissé un petit message en disant « J'aurais une question pour Zacharie et Laurie, si vous le permettez. » Bien sûr que je vous le permets, Kim, et je vous permets d'abord de poser la question et je demanderai à Laurie d'y répondre en premier. C'est parce que ça fait plusieurs années là, que je cherche la traduction du mot « jouissance » en anglais. Aïe, aïe. Et je ne l'ai toujours pas trouvé. Puis je me dis, là, j'ai deux experts de la langue qui connaissent l'anglais de l'intérieur. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'en français, on a ce mot, jouissance, et qu'en anglais, vous n'ayez pas? Puis je me dis, quand on n'a pas un mot, on ne peut pas ressentir cette sensation-là ou avoir cette émotion-là. Donc, peut-être que je me trompe. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a un mot équivalent pour le mot jouissance en anglais? Laurie, d'abord. En fait, non, pas vraiment. Ça a été un gros problème pour... Non, voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le plaisir, le désir, le corps, là, ça, en anglais, bon, ce n'est pas que ça se dise pas, mais pour moi, en tout cas, ça ne se dit pas autant. Mais il y a eu toute une discussion quand il est venu le moment de traduire des textes de Roland Barthes, qui fait un contraste entre le texte de désir, je crois, et le texte de jouissance. Et je ne me souviens pas de la traduction que le traducteur a fini par trouver. Je pense qu'il a mis bliss, si je ne me trompe pas. Mais bliss n'est pas nécessairement sexuel. C'est ça, on peut être très heureux, on peut être blissful sans qu'il y ait une sexualité autour de ça. Mais dans le sens vraiment de jouissance orgasmique, il n'y a pas un beau mot poétique dans l'anglais pour ça. Et non, vous avez tout à fait raison. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut apprendre le français. C'est pour ça qu'il faut apprendre le français pour pouvoir le vivre. Et pour si être on avait plus précis, plusieurs vies, on pourrait apprendre toutes les langues et on saurait tout dire. Parce que toutes les langues ont des trous. Et Zacharie, avez-vous une suggestion pour traduire jouissance à Kim?
Non, pas du tout. Enfin, enjoyer. Mais bon, c'est parce que les francophones sont des jouisseurs. Alors, bon, c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait parler français, en tout cas. Non, mais c'est sûr qu'il y a des grandes nuances dans la langue. Et puis, le français a l'avantage non simplement d'être compliqué et complexe, mais aussi d'avoir des nuances telles que la gourmandise et la jouissance qu'on ne peut pas exprimer du moins en anglais. Donc, est-ce qu'on en conclut que le français est peut-être un peu plus précis comme langue? Précis, non, plutôt, je dirais pas ça. On pourrait trouver des exemples pour dire que ceci ou cela, on peut le dire en anglais et pas en français. Ce n'est pas le but aujourd'hui. On est là pour parler de notre plaisir avec le français, mais il y a des choses extrêmement précises en anglais. Par exemple, les verbes de mouvement. On dit plod, on dit tête, c'est toujours, et en français, on est obligé de dire à marcher d'un pas lourd et des choses comme ça. Donc, il y a des mots anglais qui condensent ça. Chaque langue a ses précisions et ses trous, hein, je dirais, les choses qu'elle ne permet pas de dire. C'est ça, en anglais, je crois qu'il y a 2 verbes que j'aime tellement et que j'ai pas trouvé l'équivalent. C'est to long for et puis to stir. You stir my soul. Il y a quelqu'un qui a dit ça, puis je voulais l'utiliser en français, et c'est impossible. Non, chaque langue a sa propre beauté, évidemment. Mais quand j'essaie de convaincre les unilingues, je leur dis juste que le français a ces notions incroyables, que si vous apprenez le français, vous allez vivre cette sensation-là de jouissance et de gourmandise. Non, donc, on ne peut pas passer à côté. Ça fait un très beau mot de la fin, ça, ce lien entre la jouissance et le plaisir d'apprendre et d'écrire en français aussi. Écoutez, je ne veux pas la discussion aurait pu se prolonger encore un bon moment, mais je ne veux pas vous retenir. Je sais que vous nous avez déjà consacré beaucoup de temps et c'est très aimable de votre part. J'espère que vous allez continuer à nous nourrir encore longtemps de vos écrits et de cette maîtrise que vous avez de la langue française. J'aurais pu faire allusion au texte très poétique. Certains éléments de Zuma 9 de Zacharie sont très courts, presque des haïkus. Ça, c'est une maîtrise encore plus différente de la langue française, de maîtriser l'art de la poésie. Mais je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette activité. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Bon. Grand merci à vous. Oui. Merci aux gens à la maison qui nous écoutent et qui vont pouvoir nous écouter encore en rediffusion. Je vous le rappelle, c'était la toute dernière activité publique du Salon du Livre de Trois-Rivières. Kim, Laurie et Zacharie, j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser en chair et en os à un prochain Salon du Livre de Trois-Rivières. J'espère qu'on aura le bonheur de se revoir. Merci encore d'avoir été des nôtres. Au revoir et merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.